Bonsoir Lisandre. Bonsoir Jean-Paul. On vient d'entendre Moussorski, ce qui ouvre complètement le sujet de l'émission, consacré donc à la littérature russe dans un temps où on ne se gêne pas pour cracher sur la Russie, comme si ce pays n'avait pas d'histoire et n'avait pas eu de génie, aussi bien en littérature, en musique. Il y a une Russie qu'on doit quelque part... Oui, il y a une âme russe. Cette âme russe, elle est présente on va voir à travers des poètes, des écrivains qui ont marqué, qui ont même pas marqué, qui sont emblématiques de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Je parle de Pouchkine, par exemple, de Gogol, de Tchekhov, Tolstoï. On ne l'abordera pas ce soir, c'est un peu lourd. Ça ferait une émission à part. Puis voilà, je me replonge dans des bouquins gros comme ça, tu vois. J'ai pas le courage. Hein. Pour Tolstoï, je l'ai mis de côté. Et c'est un gros morceau, Tolstoï. Ah ben c'est énorme, oui. Si on veut extraire du livre des passages, des moments. Quoi. Bien sûr. En plus, Tolstoï disait qu'une traduction, que le texte original c'est l'eau claire et la traduction c'est de l'eau bouillie. Donc si tu dois lire Tolstoï en russe, je comprends que ce soit compliqué. Je ne parle pas le russe, je suis désolé, Ouais. même pour Pouchkine, même si je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est Gorky, je ne sais plus, que Pouchkine avait inventé la langue russe. C'est une formule, hein. Pouchkine, donc, dans les années romantiques, 1830. L'équivalent en même temps de la révolution romantique en France, même époque, mais on a Russie à ce moment-là, oui, bien sûr. Bon, bah, dans quelques instants, oui, bien sûr. Tiens, ben, lui, c'est un chanteur russe aussi, mort jeune. За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня. Alors, Alexandre Pouchkine, poète russe, mort dans un duel à l'âge de 36 ans, en janvier 1837, en pleine époque, période, aussi bien en Angleterre qu'en France, romantique, du courant romantique. Nicolas Gogol, qui vivait à Saint-Pétersbourg, sur les bords de la Neva, comme Pouchkine, lui, il disparaît à 43 ans. Il est l'auteur de Veillée des hameaux, du hameau, le journal d'un fou, plus connu bien sûr, Les âmes mortes évidemment, et puis la fameuse nouvelle appelée La Perspective Nevsky, qui était l'artère principale de Pétersbourg, où les gens se promenaient comme sur les Champs-Élysées ou sur la promenade des Anglais à Nice, sauf qu'elle bordait le canal de la Neva avec toutes ses lumières. Tchekhov, un autre écrivain russe, grand écrivain russe, auteur de nouvelles, de pièces de théâtre. Lui, il apparaît plus tard, en pleine Russie nihiliste, et il meurt de la tuberculose, voilà. Il m'a dit qu'il frappait dur à l'époque, à 44 ans. Alors, ils sont les grands de la littérature russe, comme Tourgueniev, hein, ou Dostoïevski, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne émission, ce que je ne referai pas ce soir. Alors, commençons par Pouchkine, qui est un peu le Lord Byron russe, et plantons le décor, Moscou et Saint-Pétersbourg. Moscou, sur les bords de la Moskova, à l'époque de Pouchkine, hein, c'est des églises avec des coupoles multicolores, des icônes qui brillent sous les porches, les murailles rouges du Kremlin dominant la Moskova et les bulbes d'or des coupoles. On connaît cette image qui n'est pas de la bande dessinée ni de l'image d'Épinal, qui est la réalité visuelle de cette ville, Moscou. Les croix orthodoxes, les marchés de plein air à l'époque, les quartiers populeux, la poussière des rues en même temps, le passage des fiacres, des calèches, un envol de pigeons d'un seul coup qui décolle, et puis en plein hiver, le passage des traîneaux, les hommes à cheval, le bruit des carillons qu'on entend, qui vient des églises et des monastères. Moscou, hein. L'empereur de toutes les Russies, lui, il siège pas à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg. Hein, c'est là où se trouve la cour du tsar, l'administration en quelque sorte. Ainsi l'a décrit Troya. Tout à Saint-Pétersbourg était différent de Moscou. Les rues, les palais, les gens, le ciel et l'air même. On n'y voyait pas de larges boulevards paisibles et provinciaux, ni de maisons de campagne enfouies dans des verdures poudreuses, ni d'impasses aux palissades grises, couronnées de lilas et de chants d'oiseaux, ni d'églises minuscules endormies sur leurs bulbes d'or. Il n'y avait là que des façades neuves, des quais de granit, des canaux, des ponts et des places,
Et tout cela immense, glacial, impersonnel et administratif, de la pierre et de l'eau. La ville administrative, la ville du pouvoir, Saint-Pétersbourg, qui n'a pas l'ancienneté presque, comment dire, qui n'a pas l'âme de Moscou. Elle est faite pour le pouvoir, l'administration, puis en même temps sur les bords de la Neva pour venir se montrer. Alors ce sont de grandes avenues droites, Saint-Pétersbourg, hein, dont la fameuse, alors dont parle Gogol, la perspective Nevsky, qui longe la Neva, où les gens viennent se montrer, parader en quelque sorte. Dans les palais à Saint-Pétersbourg, on donne des fêtes somptueuses. La ville n'est pas russe, on dit, comme Moscou, hein, mais européenne. On voit la différence. Et Troya dira, sur le ton de l'humour, même les mendiants eux-mêmes prenaient un air sérieux, officiel, qu'ils n'avaient pas à Moscou. C'est marrant, mais on comprend bien ce qu'il veut dire. Ça, c'est le décor. Hein. Alors, les hommes, maintenant, Pouchkine. Alors, c'est un poète devenu célèbre, qu'on invite partout à Saint-Pétersbourg, une sorte de romantique échevelé, qui ne se gêne pas pour critiquer le pouvoir en place, hein. Si bien que la police du tsar l'a à l'œil, même si on l'invite partout, hein, dans les bals, les soirées à la mode. Son dieu, c'est Lord Byron, alors le poète anglais. Donc, oui, les balles, les femmes, l'alcool, et le temps d'écrire. Lorsque Pouchkine écrit « Avance, cocher !»« Impossible, voyez les chevaux sont rendus. La bourrasque aveugle mes yeux. Tous les chemins sont effacés. Pas une trace, quoi qu'on fasse. On s'est trompé. Qui puis-je, moi? Un démon nous conduit sans doute et nous tourne dans tous les sens. » Il doit être en pleine tourmente de neige, j'imagine. Enfile horrible, interminable, dans les jeux mornes de la lune. Les démons tourbillonnent vite, comme les feuilles de novembre. Combien sont-ils? Où volent-ils? Pourquoi chantent-ils ce chant triste? Un charme étrange nous attire vers les combats, au bord des gouffres, dans les tumultes de la mer, parmi le brouillard et les vagues, et dans les ouragans de sable, et dans la laine de la peste. Tout ce qui parle de la mort éveille dans le cœur mortel des voluptés inexplicables. Alors, Pouchkine, qui veut entrer dans l'action à tout prix, mêler action et poésie en quelque sorte, n'est pas un homme de guerre. Il y a cette anecdote assez marrante, où il est près de la frontière turque, et puis où les Cosaques se sont heurtés à un groupe de cavaliers turcs, pas très loin d'Erzurum, de la frontière turque. Et là, on raconte les chroniques, on voit Pouchkine prendre la lance d'un Cosaque qui a été tué et foncer sur l'ennemi. Mais comme diront les témoins, il y a longtemps que l'ennemi n'est plus là et s'est replié. Je précise, de nombreux témoins confirmèrent l'incident. L'un avait vu Pouchkine saisir la lance d'un Cosaque tué et se ruer sur les cavaliers ennemis. Les Cosaques du Don étaient fort surpris de voir surgir devant eux ce héros inconnu, en chaperon et manteau tcherkesse. Oui, c'est payer des fringues de tcherkesse, de montagnard, Pouchkine, et non plus pour remplacer les fringues à la mode qu'il portait à Saint-Pétersbourg. Et un officier de Cosaque vient le voir et lui demande à Pouchkine, qui est un civil, pas un militaire, hein, de quitter les lieux. Je lis « Monsieur Pouchkine, je vous plains. Votre vie est précieuse pour la Russie. Vous n'avez rien à faire ici. Je vous conseille donc de quitter vivement l'armée. » Là où il y a les Cosaques. Pouchkine s'inclina sèchement et s'enfuit, tout rouge de honte et de rage. On le repoussait, on le chassait comme un vulgaire civil, comme un incapable. Ainsi personne ne le prenait au sérieux, ni les révolutionnaires qui l'écartaient de leur complot, ni les militaires qui l'éloignaient de la bataille. N'était-il bon qu'à écrire des vers? Entre-temps, la peste s'était déclarée à Erzurum, et Pouchkine songeait que Paskevitch, l'officier cosaque, n'ait pas eu tort de le renvoyer. Il échappe à l'épidémie de peste qui va décimer un paquet de monde à ce moment-là, à cet endroit-là. Alors, de cette Russie orientale, Pouchkine gardera le souvenir des bivouacs dans les villages tcherkesses, les hommes portant de lourdes fourrures, se couvrant de graisse de mouton pour lutter contre le froid. Et la nuit, les Cosaques qui dansent autour du feu, la fameuse danse du sabre, mise en musique par Khatchaturian.
Alors, les œuvres poétiques de Pouchkine les plus connues, Rusland et Ludmilla, et Eugène Onéguine, qui est une sorte de héros byronien, tragique et romantique, créé par Pouchkine. Et Glinka, le compositeur russe, a mis en musique le Rusland et Ludmilla de Pouchkine. Il l'a composé 5 ans après la mort de Pouchkine, pour être précis, ce morceau-là. Oui, bon, il est beaucoup plus long. C'est un poème mis en musique, un poème symphonique mis en musique par Glinka, qui raconte en musique le poème de Pouchkine, Rusland et Ludmilla, ce qui est le titre aussi de l'œuvre de Glinka, évidemment, puisque c'est le poème de Pouchkine, mis en musique. Pouchkine, les pamphlets. Alors les pamphlets, aujourd'hui, tu vas critiquer un homme politique ou un homme de pouvoir, d'une certaine manière. Facilement, les tribunaux, à la moindre critique médiatique d'un homme connu, tu plonges pour diffamation. Il y a, la procédure, elle marche à 200 à l'heure, ici, très kafkaïenne même. Alors il faut voir ce qu'écrivait Pouchkine à l'époque, et il signait de son nom en plus. Alors qu'il était hyper connu, reçu dans la haute société de Saint-Pétersbourg comme un poète connu, reconnu. Alors ce qu'il écrit, c'est de vrais brûlots. Hein. Et il a fallu un moment avant que la police du tsar lui ordonne de mettre un peu en veilleuse et de changer d'air pour quelque temps. Hein. L'exil en Sibérie, ben, ça a failli, ouais. Mais Pouchkine était connu, il avait des protecteurs à la cour. Alors on lui conseilla juste de s'éloigner un temps de Saint-Pétersbourg et d'aller faire un tour dans les montagnes du Caucase, loin de la cour. Alors, ce qu'il disait par exemple au sujet de l'archimandrite Photius, l'archimandrite c'est une sorte de cardinal dans la religion orthodoxe russe, c'est important à la cour, ce personnage. Ce qu'il disait au sujet de l'archimandrite Photius, c'est un religieux de haut rang, hein, bien sûr, reçu dans les salons de Saint-Pétersbourg, qui en même temps allait draguer les nanas de l'aristocratie dès qu'il quittait sa cathédrale, hein, un protégé du tsar. Et Pouchkine, qui sait comment il fonctionne entre la cathédrale et le bordel ou les maisons closes de l'époque. Et Pouchkine le décrit, et il écrit ça, bien sûr, il le cite, comme à demi fanatique et à demi filou. Il parle du grand archimandrite Photius de la cour du tsar. Hein. Et il révèle les liaisons qu'il a avec des femmes de la cour. Il l'écrit. Cette femme si pieuse a dédié son âme à Dieu. Et sa chair de pécheresse à l'archimandrite Photius. Il met le nom, hein. C'est pas un pseudo. Il écrit même un entretien entre l'archimandrite Photius et la comtesse Orlov. Il dit, dialogue entre les deux, « Écoute ce que je proclame. Du corps je suis eunuque, et d'âme je suis homme. Mais que fais-tu de moi en somme ?» répond-elle. « Je transforme ton corps en âme. » C'est ainsi que l'archimandrite draguait les comtesses de la cour et les mettait dans son lit, ou allait dans leur lit. Contre le ministre de l'instruction publique à l'époque, Golitsyn, qui est homosexuel, Pouchkine écrit « Attaquez-le par derrière, car c'est là son côté faible. » Bon, ce qui est énorme. Au sujet des rois, des empereurs et du tsar de toutes les Russies. Tyran, qui vous a couronné? Vous êtes au-dessus du peuple. La loi est au-dessus de vous.
Et il fait même parler le tsar entrant dans une isba, une maison de moudjik, une maison, une cabane pauvre en pleine nature, où le tsar dit, Pouchkine le fait parler, hein, je me suis fait des uniformes prussiens et autrichiens. Je suis gras, repu et bien portant. Alors Pouchkine est amoureux d'une jeune fille très belle, Nathalie Gontcharov, qu'il a connue à Saint-Pétersbourg. Il est amoureux d'elle, elle appartient à la haute société de Saint-Pétersbourg. Donc on lui conseille avec les poèmes, là, ces pamphlets qu'on vient de lire, cette manière d'attaquer, de piquer, de chercher, il déstabilise quelque part, il gêne, bien sûr. Le tsar est quand même tout puissant. Et Pouchkine a été toléré assez longtemps, donc on n'est pas très méchant avec lui, on lui conseille de quitter la ville pour quelque temps, c'est Saint-Pétersbourg, et d'aller faire un tour à l'autre bout de la steppe. Okay. Alors il s'achète, c'est là, un costume de montagnard tcherkesse, un sabre, un poignard, des pistolets, et il voit la partie. Les routes sont pas sûres, hein, les voyageurs doivent se grouper en caravane escortés par des cosaques. Il écrit un poème sur la route qu'il envoie à la jeune Nathalie, qui est à Saint-Pétersbourg. Tout est calme, la nuit descend sur le Caucase, les étoiles brillent au ciel. Je suis triste et léger, ma douleur est si pure. Ma douleur se nourrit de toi. Après un certain temps d'exil, pas très long, retour à Saint-Pétersbourg. Il épouse la belle Nathalie, qui devient Nathalie Pouchkine, et ils ont des enfants. Hein. Alors toujours, les bals, lui il est un peu fatigué, elle a envie de briller, elle est aux côtés d'un poète hyper reconnu, elle rencontre des gens puissants, elle est belle en même temps, donc objet de tous les désirs on pourrait dire. Un Français qui s'appelle Dantès, qui appartient au chevalier garde du tsar. Alors la prestance, l'uniforme, un homme de guerre. Toutes les femmes sont folles de lui. Nathalie aussi, bien sûr. Et Pouchkine reçoit des lettres anonymes disant qu'il est cocu avec ce type, avec cet homme qui appartient au chevalier du garde du tsar. Donc, et puis on commence à en parler, on va ricaner derrière son dos. Alors, pendant que Nathalie se fait draguer par le baron Charles Dantès, qui est français, un mec qui vit à la cour du tsar, Pouchkine écrit à sa table de travail. Il a 36 ans. Déjà, le sentiment du temps qui fuit. Ce qui s'est passé, 10 ans en arrière, il écrit « Histoire des jours passés, légende du vieux temps ». Alors quand il va au bal, Pouchkine, il se tient en retrait, il voit le baron Dantès, sa coupe de champagne à la main, riant, sa bouche près de l'oreille de sa femme, Nathalie. Et il rentre chez lui furieux, un fer rouge dans la poitrine, humilié. Un duel. Il demande un duel. L'autre hésite. Attends, il appartient au chevalier garde du tsar. Puis il finit par accepter. À cette époque, les duels étaient interdits. Hein. Et pourtant, Pouchkine, il a une femme, il a des enfants très jeunes, mais il ne lâche pas l'affaire. Et le jour du 26 janvier 1837, le jour décidé pour le duel, Pouchkine se lave des pieds à la tête, se parfume, change de linge, enfile sa plus belle redingote, il n'a rien dit à sa femme, il quitte la maison avec son témoin et un traîneau qui les emmène le long de la Moskova, un peu à l'écart de la ville. Dantès arrive lui aussi avec son témoin en grand uniforme. Alors les témoins se saluent, aplanissent la neige, les deux adversaires sont placés à 20 pas, et devant eux, à 5 pas, il y a un manteau qui est posé sur le sol, et qui marque la limite qu'ils ne doivent pas dépasser, qui sert de barrière, on pourrait dire. Le règlement dit, au signal donné, ils doivent s'avancer l'un vers l'autre avec leurs pistolets, sans dépasser la barrière, c'est-à-dire le manteau posé sur le sol, et faire usage de leurs armes. Un coup à chaque fois, simplement, bien sûr. Hein. Je lis, « Il reste convenu en outre qu'un coup de feu parti, il ne sera plus permis à chacun des deux adversaires de changer de place, pour que celui des deux qui aura tiré le premier essuie, dans tous les cas, le feu de son adversaire à la même distance. Les deux parties ayant tiré, s'il n'y a point de résultat, on recommencera l'affaire comme la première fois,
en remettant les adversaires à la même distance de 20 pas et en conservant les mêmes barrières et les mêmes conditions. Ok, il y a le manteau, tu ne dois pas dépasser, tu vas jusqu'au manteau, et c'est là que tu tires. En gros, tu ne peux pas tirer après le manteau, proche de ton adversaire, c'est la limite. Idem pour l'autre, c'est la limite entre les deux. Le signal est donné, et Pouchkine se précipite jusqu'au manteau pour viser Dantès. Et ben, le baron Dantès, il n'attend pas, lui. Hein. Il tire sans s'avancer jusqu'à la barrière. Il a le droit. Il faut être bon, c'est tout. Bon tireur. Pouchkine tombe. Il croit qu'il a eu une jambe brisée, Pouchkine. Alors, selon le règlement, son adversaire ne doit plus bouger. Pouchkine se relève, empoigne son pistolet qui est tombé dans la neige, et il fait feu. Dantès bascule à son tour, 3 côtes cassées, blessure sans trop de gravité. Pouchkine est sérieusement blessé, lui, par contre. Hein. La balle a pénétré au-dessus du bassin et elle a brisé l'os et elle s'est logée dans les intestins. Tu vois le truc, à cette époque. On est le 27 janvier. Ben, il meurt le 29, après 2 jours d'agonie. Sur sa table de travail, le début d'un poème qu'il ne finira pas. J'ai mûri pour l'éternité, et le torrent de mes journées s'est apaisé. Lorsqu'il apprend la mort de Pouchkine, Dostoïevski, il a que 16 ans. Hein. Il n'est pas encore connu, et il décide de porter le deuil du poète, c'est un poète connu, comme s'il s'agissait d'un parent proche. Pouchkine est complètement... Dostoïevski, à 16 ans, est fasciné par la figure de Pouchkine. Apprenant par les journaux dans ce duel et la mort de Pouchkine, il décide de porter le deuil comme s'il s'agissait d'un parent, quelqu'un de sa famille. Alors il reste quoi? Bien sûr, des poèmes comme celui-ci, Je vais sur la route, traduction française. Là on l'écoute en russe, chanté par Svetlana. Un poème de Pouchkine, oui, chanté par cette jeune fille. Svetlana, si vous trouvez son album, superbe, tout est superbe dedans.
Alors Nicolas Gogol écrit dans le Contemporain, c'est une revue qui a été créée par Pouchkine entre autres. Et Gogol est en voyage, il est exactement 12 places de la Bourse à Paris, lorsqu'il apprend le duel, et il est profondément affecté par la mort de Pouchkine. Gogol s'est éveillé du hameau en 1831, qu'il écrit sous un pseudo, Panko le Rouge, éleveur d'abeilles. C'est le nom qu'il met avant qu'on mette son nom Gogol en titre de l'ouvrage, Éveillé du hameau. Avant qu'il devienne un grand de la littérature russe. Alors cela, c'est une espèce d'articulation difficile et contradictoire entre la ville et la campagne russe, on pourrait dire. C'est une dénonciation quelque part de la ville qui rend fou, qui est mortelle pour l'homme, pour Gogol, où vous naît le désespoir, la solitude, la folie, les villes, la ville déjà. Aujourd'hui, n'en parlons plus. Maintenant, c'est puissance 1000. Alors, Saint-Pétersbourg, la fameuse perspective Nevsky, que la nouvelle de Gogol, je ne vais pas vous la raconter, mais simplement le prologue, que je ne lirai pas, le prologue de la nouvelle, sur 3 pages, il y a la description de la perspective Nevsky, des gens qu'on y rencontre dès le matin, c'est-à-dire plus miséreux, plus, on va dire, ouvriers, etc. En fonction des heures, la population change sur la perspective, jusqu'aux femmes du monde, l'après-midi, le soir, et puis les lumières, sous ces réverbères qui illuminent la perspective le long de la Neva. C'est cette avenue comme ça, cette avenue, la perspective Nevsky qui est légendaire. À cette époque, elle est pleine de lumière. Alors il y a entre 2 réverbères, il en parle dans une nouvelle, il est sous un réverbère avec un grand éclairage. Le prochain réverbère, il suit quelqu'un à ce moment-là, une jeune femme. Je ne raconterai pas l'histoire, peu importe. Il y a la zone d'ombre qui sépare du réverbère, donc il y a aussi des zones d'ombre. Mais bon, vu à une certaine distance, tu as une rangée d'une colonne de lumière et qui se reflète dans les eaux de la Neva. Et tout le long sont des rues, des avenues rectilignes à Saint-Pétersbourg. C'est pas le fouillis de Moscou, c'est une ville neuve. Faite donc pour la cour du tsar et l'administration en même temps. C'est le centre névralgique, mais pas historique, de la Russie. Alors, cette vision de la Neva avec ses réverbères, avec les ponts, les lumières, ça appartient aussi aux légendaires maintenant, autant que Moscou ou dans les campagnes russes, la veillée des hameaux, par exemple, ou la traversée de la steppe par Tchekhov, toute la steppe quand il était jeune. Tout ça, c'est la Russie, bien sûr. Tchekhov, il est dans 1860, c'est-à-dire en pleine période nihiliste russe. Tagarov, c'est un village d'anciens moujiks, de paysans, qui ont été libérés du servage en 1860 exactement. Ils peuvent avoir leur lopin de terre derrière l'Izba, la ferme russe. Son père, il est marchand, ils ont une maison de 3 chambres, puis donc celle où se trouvent les icônes éclairées par une petite lampe à huile accrochée au mur. Et le samovar, les morceaux de pain d'épices, et puis derrière le banc, il raconte le cerisier en fleurs, et la steppe pas très loin. Et puis c'est le départ, ça c'est son enfance, c'est le départ pour Moscou, où il fait des études de médecine, et pour nourrir sa famille, il écrit des nouvelles dans les journaux.
Et puis des écrivains connus lui écrivent, ils ont remarqué un texte qu'il a écrit qui s'appelle La Steppe, et qui lui a permis de remporter 1000 roubles. Et la même année, en 1888, il aura, Tchekhov, le prix Pouchkine. Eh oui, il y a maintenant un prix Pouchkine. Le monde à l'envers. Bon, comme toujours. Et donc, il raconte dans La Steppe, le grand livre de Tchekhov, son enfance quelque part. C'est un jeune garçon de 9 ans dans le texte, dans le récit. L'oncle veut l'inscrire dans un collège, dans une ville assez lointaine, pour traverser la steppe. Donc, cette traversée de la steppe, pour Tchekhov qui est enfant, c'est Aou. Il n'a jamais connu. La steppe, c'était derrière l'isbat, la ferme de son père, le village, un peu plus loin, on ne s'y aventurait pas. Il était enfant, lui. Puis après, c'est Moscou. Ça, mais ce départ-là, pour se lycée quand il est enfant, c'est enfant qu'il découvre la steppe. Et quand il écrit La Steppe plus tard, en se ressouvenant de ses impressions et sensations d'enfance, dans ce récit. La Steppe, quelques extraits de La Steppe de Tchekhov. L'enfant s'appelle Yegorouchka. Voilà. Ce sont des extraits, bien sûr. Yegorouchka s'éveilla et ouvrit les yeux. La calèche, parce qu'ils partent en calèche évidemment, ils ont rejoint un convoi de marchands un peu plus loin qu'ils connaissent. Ils vont confier Yegorouchka à ces marchands, parce qu'ils vont un peu plus vite, et ils le retrouveront à la ville où il y a le lycée. Il va traverser la steppe avec eux. On en est là. Yegorouchka s'éveilla et ouvrit les yeux. La calèche était arrêtée. À droite, loin en avant, s'étirait un convoi autour duquel allaient et venaient des gens. Toutes les charrettes paraissaient très hautes et enflées à cause des grands sacs de laine qui étaient posés dessus. Et les chevaux semblaient petits et courts sur pattes. « Encore une chose, les enfants, » dit vivement Kuzmitchov. « Vous devriez prendre mon petit gars avec vous. Il n'a rien à faire avec nous. Pantéléi, installe-le sur un de tes sacs. Il n'a qu'à voyager en prenant son temps. Nous vous rattraperons. Marche, Yegor. Vas-y, t'inquiète pas. » Yegorouchka descendit du siège. Plusieurs mains se saisirent de lui, l'élevèrent dans les hauteurs, et il se trouva sur quelque chose de grand, de moelleux et de légèrement humide de rosée. Maintenant, il lui semblait que le ciel était près de la terre, très près de lui. « Hé, prends ton petit manteau !» cria Deniska d'en bas, de très loin. Le manteau et le baluchon lancés d'en bas tombèrent près de Yegorouchka. Rapidement, ne voulant songer à rien, il mit le baluchon sous sa tête, se couvrit avec le manteau, et étendit ses jambes tout du long, frissonnant à cause de la rosée. Il rit de plaisir. Un peu plus loin, la première charrette crissa, puis la seconde, la troisième. Ils se mettent en marche. Yegorouchka sentit que la charrette sur laquelle il était couché oscillait, crissait à son tour. Le convoi s'ébranla. Yegorouchka saisit plus solidement la corde qui ligotait le sac, rit encore de plaisir, rectifia sa position, prit le pain d'épices dans sa poche et s'endormit comme il s'endormait d'ordinaire chez lui, dans son lit. Quand il s'éveilla, le soleil se levait déjà. Un tumulus le masquait, mais s'efforçant d'asperger le monde de lumière, il éparpillait ses rayons de tous les côtés et inondait d'or l'horizon. Il sembla à Yegorouchka que le soleil n'était pas à sa place, car la veille il se levait derrière lui, dans son dos, et aujourd'hui bien plus à gauche. D'ailleurs, le terrain tout entier ne ressemblait pas à celui d'hier. Il n'y avait plus de collines. Où que l'on regardât, s'étendait sans fin une plaine brune. Ça et là s'y élevaient de petits tumulus, et volaient les freux de la veille. Loin devant, blanchissaient les clochers et les isbas d'un village. Comme si c'était dimanche, les petits Russiens restaient à la maison, faisaient rôtir et bouillir, ce qui se voyait à la fumée qui sortait de toutes les cheminées et demeurait suspendue au-dessus du village, comme une pellicule bleuâtre. Entre les isbas, derrière l'église, bleuissait une rivière, et au-delà, le lointain s'embrumait. Je passe longue page du texte. Lorsque la lune se lève, la nuit devient pâle et languide. Plus de ténèbres du tout. L'air est transparent, frais et doux. On voit partout. On peut même distinguer près de la route les tiges des ronces. De vastes ombres cheminent par la plaine comme les nuages au ciel, et dans le lointain inconcevable,
Si seulement on les regarde longtemps, se haussent et s'étagent les unes sur les autres des images brumeuses et fantastiques. On a un peu peur. Mais si l'on regarde le ciel vert pâle, semé d'étoiles, où l'on ne découvre ni nuages ni taches, on comprend pourquoi l'air tiède est immobile, pourquoi la nature est sur ses gardes et craint de bouger. Elle a peur et pitié de perdre ne fût-ce qu'un moment de vie. On ne se rend compte de l'insondable profondeur et de l'infini du ciel qu'en mer, ou alors dans la steppe, la nuit, au clair de lune. Il est terrible, sublime et affectueux. Il a un air de langueur et d'invite. Sa tendresse donne le vertige. Un peu plus loin dans la steppe, la nouvelle de Tchekhov, « Ma colombe, ma petite mère, ma beauté » commença soudain Vassia de sa voix caressante et pleurarde. « Ma colombe » Ses yeux étaient fixés loin. Il s'émoustillait, il souriait, et son visage prenait l'expression qu'il avait eue plus tôt quand il regardait Yegorouchka. « C'est à qui que tu parles » demanda Kirouka. « La petite mère renarde. Elle s'est couchée sur le dos, et elle joue comme un petit chien. » Tous regardèrent au loin et cherchèrent le renard des yeux, mais ne trouvèrent rien. Vassia était le seul à voir quelque chose de ses troubles yeux gris et à s'émouvoir. Sa vision, Yegorouchka eut l'occasion de s'en assurer plus tard, était d'une acuité étonnante. Il lui suffisait de regarder au loin pour voir un renard, un lièvre, une outarde ou tel autre animal se tenant à distance des hommes. Il n'est pas difficile de voir un lièvre qui s'enfuit ou une outarde qui s'envole. Tout voyageur de la steppe en a vu, mais il n'est pas donné à tout le monde de voir les animaux sauvages dans leur vie ordinaire, quand ils ne s'enfuient pas, ni ne se cachent, ni ne regardent autour d'eux avec inquiétude. Vassia, lui, voyait les renards en train de jouer, les lièvres faisant leur toilette avec leurs pattes, les outardes écartant leurs ailes, les canepetières préparant leurs nids nuptiaux. Grâce à cette acuité de la vision, Vassia possédait, outre le monde que chacun voyait, un autre monde qui lui appartenait en propre, inaccessible à quiconque, et sans doute plein de bonté, parce que, lorsqu'il ouvrait les yeux et s'enthousiasmait, il était difficile de ne pas l'envier. Alors, la nouvelle est assez longue, il faut la lire, elle est superbe. Et puis la fin, il est arrivé en ville, après cette longue traversée dans ce collège. Quand il eut franchi le portail, Ivan Ivanitch et le père Christophore, alors son oncle, avec un prêtre orthodoxe, balançant l'un son bâton muni d'un crochet, l'autre sa canne, étaient en train de tourner le dos. Ils passent le coin, ils s'en vont, et Yegorouchka va rester au collège maintenant. Yegorouchka sentit qu'avec eux, tout ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant s'en allait en fumée pour toujours. Il s'assit épuisé sur un banc, et accueillit avec des larmes amères la vie nouvelle, inconnue, qui commençait pour lui à cet instant. À quoi ressemblerait-elle, cette vie-là? Ça, c'est la fin de la steppe de Pouchkine. De Tchekhov. Pouchkine, oublions un moment. C'est Tchekhov, on est beaucoup plus tard. Oui, après sa longue traversée éblouissante, nouvelle, pleine de sensations neuves, telles qu'il les raconte, c'est là où c'est superbe, de la grande steppe russe. Oui, c'est Borodine, dans les steppes de l'Asie centrale.
Alors, Tchekhov, tuberculose, ouais, bon, bah oui. Dès 1884, hein, il dira « Depuis 3 jours, du sang coule de ma gorge », il en prend conscience. Alors ces nouvelles, celles de Tchekhov, il y a un changement de monde d'un seul coup. On passe de la nouvelle classique, style Maupassant, on pourrait dire, à la nouvelle moderne, dans cette Russie, oui. Par exemple, ce sont des extraits seulement d'un texte qu'il a écrit, d'une nouvelle qui s'appelle, je vous conseille de la lire, Salle 6. La salle 6, c'est une des salles d'un pavillon psychiatrique. Voilà. Et le toubib qui soigne les malades mentaux dans cet hôpital va finir par essayer de comprendre l'un des malades. Ça va réveiller certaines choses en lui. Il va devenir bizarre aux yeux de ses collègues et se retrouver comme malade, interné lui aussi dans l'hôpital, alors qu'il était médecin. Pour faire court, le texte est plus précis. Dans la cour de l'hôpital se dresse un pavillon entouré d'une forêt de bardanes, d'orties et de chambres sauvages. Le toit en est rouillé, la cheminée à demi écroulée, les marches du perron sont pourries et couvertes d'herbe, quant au crépi, il n'en reste que des vestiges. Sa façade donne sur l'hôpital par derrière. Il donne sur la campagne, dont le sépare une vieille clôture grise au-dessus, hérissée de clous. Ces clous pointent en l'air, la clôture, le pavillon lui-même, ont cet air particulier de tristesse et de malédiction que l'on ne voit chez nous qu'aux hôpitaux et aux prisons. Alors là, il y a un malade qui s'appelle Gromov, un délirant. Le médecin qui les soigne, dans cette salle 6, s'appelle Ragin, c'est le docteur. Le malade dit, c'est des extraits, évidemment, je ne vous lis pas la nouvelle entière, hein, mais je fais un raccourci qui la complète, qui la boucle. Le malade lui dit, Gromov, pourquoi me gardez-vous ici? Parce que vous êtes malade. Oui, je suis malade, mais des dizaines, des centaines de fous se promènent en liberté, parce que votre ignorance est incapable de les distinguer des gens sains. Pourquoi ces malheureux que voilà, et moi, devons-nous être enfermés ici, pour tous les autres, comme des boucs émissaires? Vous, votre aide, l'économe, et toute votre racaille, vous êtes au point de vue moral incommensurablement plus vil qu'aucun d'entre nous. Pourquoi sommes-nous enfermés et pas vous? Où est la logique? Laissez-moi m'en aller, dit Gromov, et sa voix frémit. Je ne peux pas. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon pouvoir. Réfléchissez. À quoi vous servirait que je vous laisse partir? Allez-vous-en. Les habitants ou la police vous arrêteront et vous ramèneront. Vous vous demandez ce que vous pouvez faire. Le mieux dans votre situation est de vous enfuir. Mais malheureusement, c'est inutile. On vous arrêtera. Quand la société retranche de son sein les criminels, les malades mentaux, et d'une façon générale les gens qui la gênent, elle est invincible. Il ne vous reste qu'une chose. Vous consoler à la pensée que votre séjour ici est inévitable. Et là, tu as l'un des autres toubibs qui ouvre la porte de la salle 6 et il décrit, Tchekhov, Kobotov ouvrit la porte d'un pouce et jeta un coup d'œil dans la salle. Gromov, en bonnet de coton, et le docteur étaient assis côte à côte sur le lit. Le fou faisait des grimaces, tressaillait, se drapait avec des gestes convulsifs dans sa robe de chambre. Le docteur demeurait immobile, la tête penchée en avant, la figure rouge, désemparée, triste. Kobotov haussa les épaules, esquissa un sourire et échangea un regard avec Nikita, un autre des internes de la clinique. Ce dernier haussa les épaules à son tour. Le lendemain, Kobotov revint au pavillon, donc la salle 6, en compagnie de l'aide-médecin. Tous deux restèrent dans le vestibule et prêtèrent l'oreille. J'ai l'impression, il parle du docteur Ragin, j'ai l'impression que notre vieux a perdu la boule, dit Kobotov en s'en allant. De ce jour, le docteur Ragin remarqua qu'il se faisait une sorte de mystère autour de lui. Quand les garçons, les infirmiers et les malades le rencontraient, ils le regardaient d'un air interrogateur, puis chuchotaient entre eux. Et là, on lui dit qu'il est en train de péter les plombs, et il répond à ses collègues, au médecin, à Kobotov, il lui répond « Mon cher, ne les croyez pas », murmura-t-il en portant la main à son cœur. « Ne les croyez pas, c'est une tromperie.
Ma maladie réside uniquement en ceci, qu'en 20 ans, je n'ai trouvé dans toute la ville qu'un homme intelligent, et que cet homme est un fou. Il parle de Gromov, qu'il soigne. Il n'y a pas de maladie. Il y a tout simplement que je suis tombé dans un cercle magique qui n'a pas d'issue. Tout m'est égal. Je suis prêt à tout. Entrez à l'hôpital, mon cher. Cela m'est égal, dans le trou, si vous voulez. Donnez-moi votre parole d'écouter en tout le docteur Kobotov, mon vieux. Soit, je vous la donne. Mais je le répète, mon cher, je suis tombé dans un cercle magique. Maintenant, tout, même la sollicitude sincère de mes amis, ne mène qu'à une seule chose, à ma perte. Je suis perdu, et j'ai le courage de le reconnaître. Vous guérirez, mon vieux. À quoi bon dire cela, dit Ragin avec irritation. Rares sont les hommes qui, à la fin de leur vie, n'éprouvent pas ce que j'éprouve aujourd'hui. Quand on vous dit que vous avez quelque chose comme des reins en mauvais état, ou une hypertrophie cardiaque, et que vous allez suivre un traitement, ou bien que vous êtes un fou ou un criminel, c'est-à-dire, en un mot, quand les gens concentrent soudain leur attention sur vous, dites-vous que vous êtes tombé dans un cercle magique dont vous ne sortirez pas. Vous essaierez d'en sortir et vous vous égarerez encore plus. Rendez-vous, parce qu'aucune force humaine ne vous sauvera plus. Voilà ce qui m'en semble. Donc on l'emmène dans la salle 6, le Toubi Bragin. Il va être un patient, un malade comme les autres. Il l'a accepté. Déshabillez-vous, s'il vous plaît, docteur, dit-il doucement, le médecin, l'autre. Voici votre lit. Installez-vous là, ajouta-t-il en montrant un lit vide que l'on avait visiblement apporté depuis peu. Ce n'est rien, plaise à Dieu, vous guérirez. Ragin comprit tout. Sans dire un mot, il se dirigea vers le lit qu'avait montré Nikita et s'assit. Voyant que Nikita attendait, il se déshabilla entièrement et eut honte. Puis il endossa ses vêtements d'hôpital. Les caleçons étaient trop courts, les chemises trop longues, et la robe de chambre sentait le poisson fumé. « Vous guérirez, plaise à Dieu, répéta Nikita. Il prit à brasser les vêtements de Ragin, sortit et ferma derrière lui. Peu importe, pensa Ragin, qui croisa pudiquement sa robe de chambre et se trouva dans ce nouveau costume, un air de détenu. Peu importe, habit, uniforme, ou cette robe de chambre, peu importe. Mais sa montre, et son carnet dans la poche de côté, et ses cigarettes. Où Nikita avait-il emporté ses vêtements? Il ne lui arriverait sans doute plus jamais, jusqu'à sa mort, de mettre un pantalon, un gilet et des bottes. Tout cela était étrange et même incompréhensible au premier abord. Maintenant encore, il était convaincu qu'entre la maison de la femme Belova, c'est là où il vit habituellement en tant que médecin, où il séjourne, et la salle 6, il n'y avait pas de différence, que tout en ce monde était absurdité et vanité des vanités. Cependant, ses mains tremblaient, il avait froid aux jambes, et il était horrifié à la pensée que Gromov allait bientôt se réveiller et le voir en robe de chambre. Il se leva, fit quelques pas, s'assit à nouveau. Il resta assis une demi-heure, une heure, et sentit qu'il s'ennuyait à périr. Était-il possible de demeurer là toute une journée, une semaine, et même des années comme le faisaient ces gens? Et voilà, il était assis, il avait fait quelques pas et il s'était rassis. Il pouvait aller regarder à la fenêtre, puis faire les 100 pas, et ensuite rester assis comme ça tout le temps, comme une statue, et méditer. Non, il doutait que ce fût possible. Plus loin, il ne mangea rien, ne but rien, resta couché sans bouger et sans dire un mot. Tout m'est égal, pensa-t-il, quand on lui posait une question. Je ne répondrai pas. Tout m'est égal. Vers le soir, c'est en fin de nouvelle ça, vers le soir, Ragin mourut d'une attaque d'apoplexie. Il commença par ressentir un frisson et la nausée. Quelque chose de répugnant s'insinua dans tout son corps, jusque dans ses doigts, partit de son estomac à sa tête et envahit ses yeux et ses oreilles. Il eut un éblouissement. Il comprit que c'était la fin, et se rappela que Gromov et des millions de personnes croyaient à l'immortalité. Et si elle existait?
mais elle ne lui faisait pas envie, et il n'y pensa qu'un instant. Un troupeau de cerfs extraordinairement beaux, gracieux, dont parlait un livre qu'il avait lu la veille, passa devant lui. Puis une paysanne lui tendit une lettre commandée. Gromov lui dit quelque chose, puis tout s'évanouit, et Ragin s'endormit pour toujours. Ça, c'est salle 6, des extraits de cette nouvelle de Tchekhov. Ouais, Tchekhov, dans ses nouvelles, un monde condamné, celui des grandes maisons blanches, des bals, des jardins tout illuminés, ce naufrage auquel on ne peut rien. L'ancien moujik, devenu un homme célèbre, eh bien, il assiste à la fin de la vieille Russie. Et les contes de Tchekhov deviennent des contes cruels, comme ce conte, non pas ce conte, cette nouvelle, pardon, qui s'appelle Chez des amis, des extraits bien sûr. Le courrier du matin lui apporta cette lettre. « Cher Micha, vous nous avez complètement oubliés. Venez vite, nous voulons vous revoir. Nous vous en supplions de tous les deux à genoux. Venez aujourd'hui même, montrez-nous vos beaux yeux. » Bon, c'est des amis à lui, Tania, Varia, bon, qui vivent dans une propriété loin de Moscou. Il a vécu des années de soleil, de rêve dans cette maison, il y a pas mal d'années. Il est venu maintenant, il travaille, il est juriste, et il l'invite après pas mal d'années. Voilà. Tania, Varia et lui-même avaient presque le même âge. Cependant, comme lui n'était alors qu'un étudiant, tandis qu'elles étaient des jeunes filles à marier, elle le traitait en gamin. Et aujourd'hui encore, bien qu'il fût devenu avocat et que ses cheveux commencent à grisonner, les jeunes femmes continuaient à l'appeler Micha, le considéraient comme un très jeune homme et affirmaient qu'il ne connaissait encore rien de la vie. Donc, il l'invite. Pourquoi? Il ne sait pas. Il est amoureux d'une des deux jeunes filles. Bon, ils se rendent dans cette propriété. La propriété de Kuzminki n'avait été donnée en dot à Tatania que 6 ans auparavant. Mais ce même Sergueïtch n'avait pas tardé à la mettre en coupe réglée. Et maintenant, chaque fois qu'il fallait payer des intérêts à la banque ou pour les hypothèques, on s'adressait à Podgorine, c'est lui, le juriste. Bien plus, pour lui demander des conseils, comme il est juriste, leurs anciens amis, leur ancien ami. Bien plus, à 2 reprises, on lui avait déjà emprunté de l'argent. Manifestement, aujourd'hui encore, on attendait de lui un conseil ou un prêt. Kuzminki ne l'attirait déjà plus comme jadis. Le domaine était devenu triste. Fini les rires, le bruit, disparu les visages gais et insouciants, plus de rendez-vous au clair de lune dans la nuit paisible, et surtout plus de jeunesse. D'ailleurs, tout cela n'était sans doute charmant que dans son souvenir. Là-bas, il n'y avait pas seulement Ta et Va, il les surnomme comme ça, mais encore une sœur de Tatania,
Na, ou Nadieda, qui, sur un ton mi-plaisant, mi-sérieux, on appelait la fiancée de Podgorine. Elle avait grandi sous ses yeux, on comptait qu'il allait l'épouser, et pendant un temps, il en avait été épris, avait projeté de la demander en mariage. Cependant, elle avait déjà 23 ans passés, et il n'en avait rien fait. Comment en est-on arrivé là, se disait-il avec embarras, en relisant la lettre. Mais comment ne pas y aller? Il serait vexé. Plus loin, je passe des extraits de la nouvelle. Quant à Tania, qui était alors une belle jeune fille pleinement épanouie, elle ne pensait qu'à l'amour, ne désirait qu'amour et bonheur, les désirait avec passion et vivait dans l'attente d'un fiancé dont elle rêvait nuit et jour. Et maintenant, ayant déjà dépassé la trentaine, toujours aussi belle et très avenante, dans son large peignoir qui découvrait ses bras ronds et blancs, elle n'était préoccupée que de son mari et de ses deux fillettes. Malgré son bavardage et ses sourires, on voyait à son expression qu'elle ne s'oubliait pas, et que, jalouse de ses droits, elle veillait sur son amour, prête à tout instant à se ruer sur l'ennemi qui voudrait lui prendre son mari et ses enfants. Elle aimait ardemment, se croyait aimer en retour, mais la jalousie et ses craintes pour les enfants la tourmentaient sans trêve et l'empêchaient d'être heureuse. Alors Podgorine est arrivé dans la propriété, leur ancien ami, il est là. On mit Podgorine dans un vieux fauteuil près de la fenêtre. Nadejda s'installa à ses pieds sur un petit banc. Il savait que les reproches affectueux, les plaisanteries et les rires qui fusaient autour de lui, rappelant si vivement le passé, seraient suivis de conversations désagréables sur les traites et les hypothèques. C'était inévitable. Et il se dit qu'il valait mieux en venir là tout de suite, sans attendre, afin d'être quitte et de pouvoir aller dans le jardin en plein air. Si nous parlions affaires d'abord, proposa-t-il, quoi de neuf à Kuzminki? Tout va-t-il bien au royaume du Danemark? Non, ça va mal à Kuzminki, dit Tania avec un triste soupir. Oh, ça va mal, si mal, que tout cela ne pourrait être que pire. Et tout agitée, elle fit quelques pas dans la chambre. On vend la propriété. La vente est fixée pour le 7 août. C'est déjà affiché. Les acheteurs viennent ici, visitent les pièces, regardent partout. N'importe qui a maintenant le droit de venir dans ma chambre et de voir ce qui lui plaît. C'est peut-être normal du point de vue juridique, mais moi je me sens humilié, profondément blessé. Nous n'avons pas d'argent, et plus personne à qui emprunter. Misha, vous êtes notre ami, nous vous aimons tous comme si vous étiez de la famille, dit Tania. Je vous avouerai franchement que vous êtes notre unique espoir. Dites-nous, pour l'amour de Dieu, que faut-il faire? Faut-il présenter une pétition? Peut-être n'est-il pas trop tard pour mettre la propriété au nom de Varia ou de Nadia. Que faire? Tirez-nous d'affaire, Misha, dit Varia, en allumant une cigarette. Vous avez toujours été un garçon intelligent. Vous êtes encore jeune, vous n'avez pas beaucoup vécu, mais vous avez une cervelle solide. Vous vous aiderez, Tania, j'en suis sûr. Ils s'assirent, le cognac était en effet excellent. Buvons un bon coup ce soir, continua Sergueï, en suçant un bout de citron. Moi, je suis un vieil étudiant. J'aime bien me secouer de temps à autre. C'est même indispensable. Et de nouveau, son regard révélait qu'il avait besoin de Podgorine et qu'il allait tout à l'heure lui demander un service. « Buvons, mon vieux, continua-t-il en soupirant. La vie est devenue vraiment trop dure. Nous autres, les vieux originaux, nous sommes finis, fichus. L'idéalisme n'est plus à la mode. C'est le rouble qui règne. Et si tu ne veux pas être balayé, prosterne-toi devant le rouble et adore-le. Moi, je ne le peux pas. Cela me dégoûte trop. » « Mon cher ami, sauvez-moi, dit Sergueï, en soufflant péniblement. Donnez-moi 200 roubles, je vous en supplie. Voilà, murmura-t-il en sortant un billet de 100 roubles. Je vous donnerai le reste plus tard. Je n'en ai pas d'autre sur moi. Vous voyez bien que je suis incapable de refuser. J'ai un caractère impossible, un caractère de femmelette. Mais je vous en prie de me rendre plus tard cet argent. Je suis gêné moi-même. Je vous remercie, merci mon bon ami. Et puis pour l'amour de Dieu, cessez de vous croire un idéaliste. Vous n'êtes pas plus idéaliste que moi je suis un dindon. Vous n'êtes qu'un homme léger et oisif, un point c'est tout. Comment en est-on arrivé là, se disait-il, en revenant vers l'aile de la maison. Pour dormir donc. De quoi il est venu passer 3 jours.
De quoi parlerait-il demain avec Tatania, avec Sergueï? Comment se comporterait-il avec Nadia, demain et après-demain? Il ne pouvait pas se le figurer et en éprouver à l'avance de la gêne, de la crainte, de l'ennui. Comment remplir ces 3 longues journées qu'il avait promis de passer ici? Là, j'en saute, la fin de la nouvelle. À 5h30 du matin, la silhouette de Sergueï, vêtue d'une robe de chambre de Boukhara et coiffée d'un fez à gland, surgit sur la terrasse de la maison principale. Sans perdre un instant, Podgorine alla vers lui et se mit à faire ses adieux. « Je suis désolé. Il faut absolument que je sois à Moscou à 10h, dit-il en évitant de regarder l'autre. J'avais complètement oublié que l'on m'attendait chez moi, chez le notaire. Permettez-moi de partir, je vous en prie. Quand les vôtres seront levés, transmettez-leur mes excuses et mes sincères regrets. » Il n'écouta pas les paroles de Sergueï. Il avait hâte de partir et regardait à la dérobée les fenêtres de la grande maison, où il craignait de voir apparaître les dames qui voudraient le retenir. Il avait honte de sa nervosité. Il pressentait que c'était là sa dernière visite à Kouzminki, qu'il n'y reviendrait plus jamais. Et en partant, il se retourna à plusieurs reprises vers cette aile de la maison où il avait vécu jadis tant d'heures heureuses. Mais son cœur restait froid, et il ne ressentait nulle tristesse. De retour chez lui, à Moscou, la première chose qui frappa sa vue fut la lettre qu'il avait reçue la veille et laissée sur la table. « Cher Micha, lut-il, vous nous avez complètement oubliés, venez vite. » Et sans savoir pourquoi, il revit Nadia qui tournoyait et dont la robe se gonflait, découvrant ses jambes gainées de bas couleur chair. 10 minutes plus tard, il était assis à sa table de travail et ne pensait plus à Kouzminki. Il y a ce côté désabusé dans tous les contes de Tchekhov. On pourrait dire sans espoir, quelque part, qui est en phase aussi avec le nihilisme d'une certaine Russie de cette époque. Lorsque son ami Gorky, l'auteur des Bas-fonds, se fait virer de l'académie pour activité subversive, Tchekhov renonce volontairement, pour le soutenir, à son titre d'académicien. Alors on connaît les pièces de théâtre de Tchekhov, La Cerisée, La Mouette, de grandes pièces de théâtre, bien sûr. Il épouse l'une de ses actrices, Olga Knipper, qui joua justement dans la première de La Mouette, sa fameuse pièce. Et dans la troupe de Gorky aussi. Les pièces de Gorky, c'était pas de tout repos, c'est comme les concerts rock aujourd'hui. Les pièces de Gorky, souvent, remplaçaient, dit-on, les ouvreuses par des inspecteurs de police. Et parfois, il y avait de la baston, voilà, en quelque sorte, pour Gorky. Il épouse donc Olga Knipper, mais il est malade depuis un petit moment déjà. Il tousse beaucoup, il crache du sang, il s'affaiblit, mais il écrit toujours. Difficilement. La fiancée, par exemple, une nouvelle, 3 mois pour écrire 20 pages, pour donner, alors qu'à l'époque, c'était, il fonçait dans la steppe, traîneau à fond la caisse. Non, là, 20 pages, 3 mois, ouais. Bon. Il est affaibli, il est malade, il a la tuberculose, bien sûr. On le soigne en 1903 avec la morphine, avec l'opium, puis des piqûres de camphre pour le cœur, pour soutenir le cœur, une poche de glace sur la poitrine, c'est la thérapie qu'il suit à l'époque. Il part à Nice pour chercher le soleil, puis en Allemagne. Il ne renonce pas au champagne, au cognac, il s'en fout de boire malgré ce qu'il a.
c'est ce côté destructeur quelque part aussi. On voit Tchekhov atteint de la tuberculose et carburé au cognac et au champagne encore, sans y renoncer. Il s'en fout, comme il a dit souvent, les personnages l'ont dit dans de nombreuses nouvelles. Bon, en Allemagne, c'est là qu'il meurt. Après, on dit avoir avalé difficilement une coupe de champagne. Pour dire jusqu'au dernier moment, il a forcé le destin, quoi. Il s'est couché sur le côté, après, et il est mort. On l'a ramené en Russie dans un wagon frigorifique pour conserver le corps. La Mouette, la fameuse pièce de théâtre dans laquelle joue sa femme, qu'il épousera, donc Olga Knipper. Superbe texte de Tchekhov, un extrait rapide. Hommes, lions, aigles et perdrix, cerfs cornus, poissons silencieux, habitants de l'eau, étoiles de mer, et ceux que l'œil ne pouvait apercevoir, bref, toutes les vies, ayant achevé leur triste cycle, se sont éteintes. Depuis déjà des milliers de siècles, la terre ne porte plus un seul être vivant, et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. On ne peut pas être plus nihiliste en phase avec cette génération destroy qui est née à ce moment-là en Russie. Mais moi, tout Tchekhov est dans les premières lignes de sa nouvelle. La fiancée, il a atteint de la tuberculose, ok. Il a écrit 20 pages de ce texte qui est très court pourtant, en 3 mois. Les premières pages, les premières lignes, toute l'âme de Tchekhov est là, je pense, personnellement. C'est une description, sensation de description. Le jardin était silencieux et frais. Des ombres noires et calmes s'allongeaient sur le sol. On entendait coasser les grenouilles, loin, bien loin, sans doute en dehors de la ville. C'était mai, le doux mois de mai. On respirait à plein poumon. Et l'on se plaisait, alors, excusez-moi de la parenthèse, il a la tuberculose quand il écrit ça, hein, et on respirait à plein poumon. Bon, désolé de casser le texte. Wow. Je le reprends. Le jardin était silencieux et frais. Des ombres noires et calmes s'allongeaient sur le sol. On entendait coasser les grenouilles loin, très loin, sans doute en dehors de la ville. C'était mai, le doux mois de mai. On respirait à plein poumon, et l'on se plaisait à imaginer que loin de la ville, quelque part sous le ciel, au-dessus des arbres, dans les champs et les bois, se déroulait maintenant la vie mystérieuse du printemps, belle, opulente et sainte, inaccessible à l'entendement de l'homme faible et coupable. Et l'on avait, Dieu sait pourquoi, envie de pleurer. Ce que dit Gorky au sujet de Tchekhov, un jour les historiens de la littérature russe, non de la littérature, il dit pas russe, de la littérature, diront que la langue russe a été créée par Pouchkine, Tourgueniev et Tchekhov. C'est ce que dit Gorky. Et là on parle de la Russie, et on voit bien à travers tous ces textes que la Russie est, comment dire, c'est une pensée européenne, bien sûr, oui, bien sûr. Quand on parle de l'Europe, en la réduisant à un certain nombre de nations pour des raisons politiques, la Russie, c'est l'Europe. On vient de le voir à travers ces textes. C'est une pensée profondément européenne, bien sûr. Sachant qu'à l'époque, la langue française était à la mode à la cour du tsar, que l'on parlait français, que les auteurs français étaient importants pour les nouveaux auteurs qui se découvraient, russes. Il y a en plus de ça, bien sûr, toute l'âme slave, l'âme russe. Et pour ça, dans la psychologie, dans le tourment, dans la culpabilité, la rédemption, rien de mieux que relire Dostoïevski, bien sûr. Tout est là. Безвестный жут, но мы погибли.
L'Armée Rouge, vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, et sur internet, ici et maintenant.com. Alors on a parlé toute la soirée de littérature russe, et tu disais à la fin en conclusion que très justement que la Russie c'est l'Europe, en tout cas c'est une partie de l'Europe, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On parle beaucoup d'Europe, alors qu'en réalité on parle de l'Union Européenne. Oui, le mot Europe est prononcé tout le temps. Voilà, exactement. On dit pas comme si c'était l'Europe. Voilà, il y a des débats en ce moment avec les élections qui approchent, et j'ai un peu la tête dans tout ça, et tous les candidats disent l'Europe, 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 alors qu'en fait ils parlent de l'Union Européenne, quoi. Économique, voilà. Politique, voilà. politique, Union politique de l'Europe. Voilà, union politique, union économique, effectivement, l'euro. Qui inclut quelques pays. L'euro, voilà, qui inclut quelques pays, mais pas l'Ukraine, pas la Russie, pas la Suisse. Bon, et voilà, il y a quand même pas mal de pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Suisse, exactement. Voilà, donc en pleine Europe. Voilà, en plein dans l'Europe, c'est toujours un trou, quoi. Mais alors le mot Europe, comme s'il était emblématique, représentatif, c'était ça l'Europe en quelque sorte. Le reste, c'est quoi? C'est pour la poubelle, tu vois. Voilà, exactement. Donc non, la Russie. Ou qu'il regarde du côté de la Chine. La Russie, les Balkans, voilà, tout ça, ça fait partie de l'Europe au sens géographique du terme. Et donc au niveau géographique, il y a aucune. C'est un continent. Bien sûr que oui, c'est la géographie qui parle, avant que l'homme apparaisse même. Et si on prend en compte l'intégralité de l'étendue de la Russie, on peut même dire que l'Europe, ça touche quasiment au Pacifique, puisqu'il y a une mer commune avec le Japon. Bon, même si c'est l'Asie, évidemment, mais voilà, c'est un pays qui va tellement loin qu'il touche aussi le Pacifique. Et effectivement, il fait de l'Europe un continent en monde. C'est un immense continent, l'Europe. Oui. Exactement, oui. Alors on l'a coupé en deux pour des raisons politiciennes, toujours stratégiques, idéologiques, etc. Bon, enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais il est bien de rappeler que la culture russe est proche de nous comme ma main est proche de mon corps, quoi, elle lui appartient, quoi. On ne peut pas séparer la Russie de l'Europe. Ça, je voulais dire. Oui, et c'est vrai que on peut pas dire que c'est une Europe bis ou une deuxième Europe. Ça veut rien dire du tout, ça. C'est l'Europe. Oui. Et c'est vrai que ceux qui essayent finalement de séparer l'Europe en deux, sont les Américains aujourd'hui. Enfin, en tout cas, l'élite américaine, évidemment. Bien sûr. Dans les négociations transatlantiques, toutes ces négociations qui sont faites uniquement avec l'Union européenne, et on sépare bien l'Union européenne de la Russie. Bon, c'est vrai que c'est deux acteurs politiques différents, mais voilà, la Russie est considérée effectivement comme un grand méchant loup, une sorte de méchant, quoi. Enfin bon, ça fait un peu penser aux caricatures. On peut permettre d'avoir des bases de l'OTAN très très près des frontières, de la proximité des frontières de la Russie aujourd'hui, la Pologne, etc. C'est inconcevable. La seule fois où les Russes ont voulu installer des fusées à Cuba, très proches des Américains, ça a été la baie des cochons, exactement, et la CIA. Ouais. Bon, là, c'est acquis. C'est acquis. Donc, on voit bien qui sont les grands méchants. Je te parle des grands méchants, je ne parle pas des Américains, moi je les aime bien. Je parle de leurs dirigeants et de la politique qu'ils mènent. Ouais, parce que justement, ce qui est devenu l'Amérique, du moins. Ce que tu viens de dire, ça résume tout, parce que tu aimes bien les Américains, tu aimes bien James Dean et la littérature russe, et Pouchkine, et Tchekhov. Oui, mais James Dean, c'est un rebelle, c'est pas un conservateur américain. On est d'accord, mais bon, c'est aussi, quand tu parlais de Pouchkine, il énervait aussi pas mal le système. L'Ode à la liberté, voilà, tyran de tous les pays, Tremblay, etc. C'était aussi des rebelles. Mais maintenant, Pouchkine, rebelle, hein, oui. Pour la Russie d'aujourd'hui, c'est une icône. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais peut-être que Pouchkine aujourd'hui taperait sur Poutine dans ses poèmes ou dans ce qu'il ferait. On peut pas savoir, on peut pas faire parler. Sans doute, si c'est un homme libre qui n'est pas encarté, enrégimenté, mais il ne trahit pas l'âme de la vieille Russie, de la grande Russie. Il l'exalte comme Tchekhov dans La Steppe. La Steppe, tu dis ce livre, tu tombes amoureux de la Steppe. Tu tombes amoureux de la Steppe. Et la Steppe, c'est une... On n'a pas l'équivalent de chez nous. C'est un grand espace européen qui nous appartient aussi en tant qu'Européens. Alors, moi, je regrette qu'on ne puisse pas circuler comme ça librement en toute cette Europe. Mais l'Orient Express. L'Orient Express, c'était superbe, bien sûr, c'était superbe. C'est une autre époque, ça, où les relations avec la Russie n'étaient pas les mêmes non plus. Il y a eu la révolution russe entre-temps. Bon, on sait fort bien que la révolution russe, le communisme russe, tant qu'il a duré, est moins pervers que le sont nos dictatures économiques, politiques aujourd'hui ici, par exemple. Lorsqu'on l'a balayé, tout était intact dessous, rien n'avait bougé, rien n'avait été détruit, rien n'avait été gangréné, ni effacé.
Il n'y avait plus qu'à faire refleurir, ce qui est difficile, un pays, bien sûr. C'est un pays de cette taille, oui. Alors que dans nos pays d'Europe, nous, je ne sais pas où est le génie européen chez nous, franchement. Le génie européen, j'entends au niveau collectif, comme on dit le génie à part dans des auteurs individualisés, bien sûr, mais en soi, les pays eux-mêmes, leur manière de se comporter, la façon du citoyen lambda jusqu'à l'homme politique, c'est une grande tristesse, excuse-moi. Il n'y a même pas de grand écart, là, tu vois. Le grand écart, il est créé par le pouvoir et l'argent, mais du mec lambda dans la rue à l'homme politique, je trouve ça d'une grande tristesse. Et même, ça me désole, ça m'agace, quoi. C'est pas beau, tout ça. Ils sont pas beaux, tous ces gens. Ils sont pas beaux, et ils bloquent la vision, et ils empêchent... On régresse, hein, j'ai l'impression. On régresse quand on voit la finesse... même de ce vieux là qui est dans la steppe avec eux et qui perçoit les animaux avec acuité parce qu'il a le regard de la steppe. Nous, on a un regard limité par le premier immeuble. On porte des lunettes, en gros, c'est mieux. On porte nos bouquins, on porte l'écran. Un mec du désert ou de la steppe, il a le regard de l'aigle, le regard aiguisé. Mais c'est au-delà de ça, c'est sensitif. Ce type, il perçoit ce que personne ne voit, les animaux au repos, dans leur tranquillité, dans leur vie quotidienne. Lui, il les voit, il sait les voir. Donc, ce vieux-là, c'est pas un érudit, c'est quelqu'un qui est dans l'intelligence originelle des choses, on va dire. Un poète, c'est une autre forme, c'est écrit. Je ne fais pas de différence, tu sais, entre les deux, pour dire que tout le génie, il est là. Ici, moi, j'ai du mal, ou alors je suis dégoûté par mon siècle, mais à part chez certains individus, évidemment, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais je parle de l'atmosphère qui nous entoure. Alors, est-ce que pour eux, Pouchkine à l'époque, est-ce que Moscou était pour lui aussi, ou Saint-Pétersbourg, étouffant? Non, pas pour Pouchkine, il était dans les paillettes et les strass à une époque. Pas pour lui, pour Tchekhov, par exemple. On voit bien ce côté désespérance, puis l'arrivée des nihilistes, des premiers attentats à l'époque en Russie. C'est les possédés, Dostoïevski, entre autres, il en parle beaucoup dans ce livre-là. Ce basculement. Mais pas plus que l'a été 1789 pour nous, désolé. Hein. C'est pas typiquement russe. La révolution existe tout le temps. Mais malgré les révolutions, l'âme ne meurt pas et elle est vivante dans les œuvres d'art, dans l'expression d'individus vivants ou morts. Hein. Et c'est en ça que moi je trouve que l'art, peinture, littérature, musique, sensitivité simplement, même sans qu'il y ait création avec les mains, manière de sentir et de vivre, c'est ce qui fait le génie des hommes, quoi. En européen, on va dire, de l'Europe, mais ça pourrait être pour d'autres pays aussi. Et ça, quoi qu'il se passe, si c'est entretenu comme une flamme, ça ne peut pas mourir. L'âme européenne, parce qu'on n'en parle pas de ça, on parle de l'Europe à des niveaux purement politiques, c'est tout. Est-ce qu'on rentre un petit peu derrière la carapace, derrière le revêtement de peau, pour ce qu'il y a derrière, de ce que peut être l'Europe autrement? Déjà, l'Europe en elle-même, c'est une divinité de la Grèce ancienne, c'est une déesse, la déesse Europa, si on prend le point de départ de l'Europe, enlevée, un kidnapping. On va pas rentrer dans la tragédie grecque, mais elle est intéressante parce que on n'a pas pris le mot Europe pour rien, c'est le nom d'une déesse de la mythologie grecque. Mais bon, on ne va pas faire la genèse de l'Europe. Mais tu as raison, Isandre, et on le montre à travers ces auteurs et ces textes ce soir, qu'ils sont profondément européens, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, merci de cette émission sur la littérature russe, sur la Russie, l'âme russe. Et on peut se dire en conclusion que l'âme russe et l'âme française ne sont pas très éloignés finalement. J'ai le sentiment qu'il y a des parallèles à faire entre les deux et que c'est deux peuples qui s'apprécient bien et qui se complètent bien. Exactement, c'est vrai. Et on va finir avec un compositeur russe aussi qui a écrit sous le temps de Staline, qui a eu des relations très houleuses avec Staline. C'est Dmitri Shostakovich. Ah, bien sûr. Valse numéro 2. Merci Jean-Paul, dans 2 semaines. Merci à toi, Lisandre. Salut.